Mes chers amis, nous sommes dans la deuxième partie de cet épisode avec nos amis de Parler Cuisine, Marc et Guy. Guy va nous parler de la cuisine moléculaire. Merci Guy, à tout de suite. On a brûlé un peu les étapes et j'aimerais bien y revenir parce que c'est quand même un point important de l'évolution Va- culinaire. Vas-y, Il y a une vas-y. quinzaine d'années, on a eu la cuisine moléculaire, hein. Ah Je, oui. vou- je Alors la voulais cuisine t'entendre sur le moléculaire, sujet. oui, je crois qu'il faut vraiment en parler. On m'a toujours demandé, tiens, est-ce que vous êtes compétent là-dedans? Alors j'ai acheté des produits, hein, j'ai acheté des gélifiants, j'ai acheté des texturants, etc. Donc j'ai toujours dit que j'allais un jour, quand j'aurai ma cuisine personnelle, je dirais adéquate, j'allais me relancer là-dedans pour gélifier des jus de fruits et des choses pareilles. Alors c'est vraiment une mode bon, il y a eu le pape de la cuisine moléculaire qui est bouilli en Espagne et qui était réservé. Donc, il travaillait, pour rappeler un petit peu le contexte, hein, en gros, il travaillait des 6 mois de bonne saison. Pendant l'hiver, il avait toute une équipe d'ingénieurs biochimistes, chimistes, etc. Et il élaborait la carte de la saison suivante. Bon, c'est ainsi qu'on a quand même eu droit au barbapapa, au goût de sardine, qu'on a eu droit au jus de petits pois dans les desserts ou que sais-je. Enfin bon. Alors, je n'étais pas contre. Dans le sens suivant, découverte. Alors, je peux transposer ça avec la musique. Quand on écoute de la musique tout à fait contemporaine, mais je dirais qu'il y a 30 ans maintenant ou 40 ans, on entend des bruits, on entend des sons, on Mhm, entend en fait des bruits qui nous font réagir. mhm. Maintenant, est-ce que c'est de la musique? Là, je dirais que l'harmonie et la mélodie n'y étaient pas toujours. Et je pense que dans le cas de la cuisine moléculaire, c'est un peu la même chose. On avait un menu chez El Bulli, je dirais d'une vingtaine de services, qui étaient tous surprenants, hein. On vous amenait, bon, je n'y suis pas allé, je tiens à le préciser, hein, mais on vous amenait une assiette et puis on vaporisait, je dirais, une essence de je ne sais quoi sur l'assiette, hein, et puis il y avait l'essence de l'assiette qui se mélangeait avec l'essence du parfum ou du goût qu'on venait de vaporiser, et c'était une découverte culinaire. On mettait en bouche, hein, on pensait que ça allait fondre et ça allait pétiller. On prenait quelque chose qui avait l'air d'être piquant, et puis ça fondait instantanément, enfin, toutes des choses comme ça. Donc, c'était pour moi plutôt une expérience culinaire plutôt qu'autre chose. Et ça n'a jamais empêché que les gens aient envie de manger du cassoulet ou de la choucroute quand ils rentraient Absolument. chez eux, hein. Je veux Mhm. dire, c'était une parenthèse. Pour moi, la cuisine moléculaire, ça a été une parenthèse. Alors, beaucoup de chefs ont été peut-être plus malins dans le sens suivant, c'est qu'ils ont intégré la cuisine moléculaire dans leur plat. Alors, ils l'ont intégré de quelle manière? Eh bien, en mettant une petite mousse de ceci, une petite mousse de cela. Mais le problème, je suis allé dans des L'espuma restaurants de scie, qui étaient oui. étoilés, et alors on servait à la limite des mousses avec tout. Depuis la mise Oui. en bouche dans des verrines, on peut reparler des verrines après, depuis la mise en bouche jusqu'au dessert, vous aviez droit à quelque chose qui était passé au siphon. Ouais. Or, la cuisine moléculaire, ce n'était quand même pas que le siphon, hein. Il y avait Mhm, plein d'autres techniques de gélification, etc. mhm. Donc, quand elle est discrète et que c'est un produit qui a été mis dans une assiette, dans une composition, je trouve encore ça correct. Maintenant, un repas qui était entièrement cuisine moléculaire, je dirais qu'il faut le voir comme une expérience ponctuelle et pas Mhm, comme de la cuisine, même mhm. si ça reste malgré tout d'un point de vue technique de la cuisine. Mais ça s'apparentait quand même beaucoup plus à la biochimie et à la chimie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, El Bulli a fermé quasi subitement, hein. Mhm. Oui. Je pense me souvenir qu'il y a eu un ou deux problèmes, je dirais, d'ordre biochimique, hein, là-dedans. Mais Médical. aussi médical, hein. Il y a des gens qui un beau jour se sont retrouvés, je dirais quasiment à devoir aller à l'hôpital. Vous avez eu le même problème avec un restaurant qui était étoilé au Danemark, Oui, je me où rappelle. il y a eu comme ça une fermeture subite, hein. Mhm, C'était un chef extrêmement doué, d'ailleurs il l'est mhm. toujours, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il allait, je dirais, le long de la mer, il allait chercher des galets, hein, et puis il utilisait les galets dans l'assiette comme support de dressage, etc. Mhm. Bon, je vais dire par là que quand on n'est pas toujours sûr de l'innocuité des choses qu'on met en place, hein, Oui. on doit être prudent. Donc la cuisine moléculaire, elle a eu son temps, alors la mode est passée très vite. Et puis après ça, ou concomitamment à ça, il y a eu la mode des verrines, hein. Mhm. Ah Des oui, oui, verrines, oh, oui. des Oh. incontournables. On Les aurait verrines. quasiment mangé tout en verrine depuis Oui, l'apéritif jusqu'au dessert. oui, oui. On vous servait 4-5 verrines à l'apéritif comme accompagnement. Mhm, mhm. On vous servait de la soupe en verrine, on vous servait... Bon, c'est une mode qui est passée assez rapidement. Elle n'a pas duré des années, enfin, elle a duré quelques années, mais ça a été rapide parce qu'il y avait beaucoup de vaisselle. Oui. Et il faut reconnaître que bon, c'était très beau, c'était super. Moi, j'ai travaillé avec des verrines au niveau de l'école, je dirais plutôt avec des verres que des verrines. Je vais prendre un exemple. J'ai déjà réalisé des entrées entièrement dans des verres, mais je n'avais pas 5 ou 6 verres différents.
j'avais un grand beau verre sur pied, je réalisais l'entrée dedans, et puis on passait à autre chose. J'ai déjà réalisé des desserts en verrine, parce que finalement, quand je dis en verrine, en verre, hein, Oui, oui, en oui. verre individuel. Bon, vous avez un tiramisu, éventuellement un tiramisu avec des couches, comme maintenant on fait, hein, avec des fruits rouges, avec des coulis, etc. Mais dans un verre, ça présente très bien, parce que vous voyez d'extérieur toutes les couches qu'il y a. C'est plaisant au regard, plutôt que de le présenter dans une assiette ou bien dans un bol où on ne voit plus que le dessus, vous le mettez dans un verre, vous avez toutes les couches. Mais ça reste ponctuel, hein. Et je n'utilisais qu'un verre par personne et par service, je n'en utilisais pas 7 ou 8. Donc la verrine, elle a disparu à cause, je vais dire, à cause de la vaisselle que ça générait. Donc il y avait de la casse et puis il fallait comme quelqu'un qui nettoie les verrines convenablement. Et alors la mode suivante qui est arrivée juste après, ça a été la bistronomie. Oui, Et la on y est encore bistronomie, un c'est peu. quelque chose, on y est encore un peu dedans, et la bistronomie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je dirais que c'est actuellement ma cuisine préférée. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu, comme j'expliquais tout à l'heure, la transposition de recettes classiques Oui, en version plus nouvelle. oui. Et alors, la bistronomie, elle se sert dans un cadre particulier. Je dirais que c'est un cadre où vous n'avez pas quelqu'un, vous avez un service qui est diligent en principe, hein, Mm, mais c'est quelque chose, disons, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup mm, plus, où on se sent, c'est cosy, mais on se sent un peu chez soi. oui. Tandis que quand vous allez manger dans un restaurant triple étoilé quelque part, Mm, bon, vous avez un personnel qui est extrêmement pressé, mais vous ne savez pas bouger le petit doigt de votre main gauche qu'on vient vous demander si vous ne manquez de rien, quoi. mm, oui. Et j'ai vécu ce genre de, je dirais, ce genre de prestation qui est parfois extrêmement lourd Mm, dans certains restaurants triplement étoilés. C'est vraiment une lourdeur que beaucoup de clients ne supportent pas parce mm, que vous mm. n'avez quasiment même pas d'intimité de conversation. Vu que Oui, vous avez du personnel qui tourne autour de votre table comme des mouches autour d'un oui, pot de miel, euh, oui, vous voulez parler de choses, je dirais, un peu plus intimes, ben vous savez que vous avez une oreille qui vous écoute, tout simplement. oui, oui. Et ça, c'est une grosse difficulté, c'est que le service, il doit être diligent, mais il doit être relativement distant. Alors, Euh, est-ce que ça peut faire partie des changements que l'on va pouvoir éventuellement voir dans la gastronomie, la cuisine post-coronavirus? mais moi, Comment? je pense qu'elle va évoluer de la manière suivante, à tout point de vue au niveau sociétal, hein. Les Ouais, gens maintenant sont frustrés de ne pas pouvoir se déplacer. Ok. ouais, Ils sont en manque. Là, vous allez avoir deux types de clientèle. Vous avez la clientèle qui commence à prendre conscience de l'aspect environnemental des déplacements, de l'intérêt de consommer local, etc. Donc, je pense que ça va exacerber les comportements. Ceux qui étaient déjà un petit peu enclins à aller vers les choses locales, les choses produites sur place, etc., vont y aller encore un peu plus. Et ceux qui auront été frustrés de ne pas pouvoir se déplacer et d'avoir manqué de certaines choses vont essayer de se rattraper. Hein, je ne serais pas étonné si, par exemple, on décide du confinement des restaurants et des bars à un moment donné, à une date donnée. Je pense que les gouvernements devraient vraiment se dire, bon, on le fait pour quelle heure? Si on le fait à minuit, hein, qu'on dit, voilà, admettons le 1er juillet, on déconfine les établissements de bouche, vous pouvez être certain qu'il y aura à minuit et une des restaurants qui vont ouvrir, qui vont faire un menu spécial nocturne. Vous mm, aurez les bars qui ne vont pas désemplir avant 6 heures ou 7 heures du matin, parce que toute une série de personnes seront tellement en manque oui, de récupérer le temps perdu qu'elles vont se ruer sur les établissements. Ça, je mets oui, ma main au feu, hein. Si on ne oui, oui, bon, déconfine pas à 8 heures du matin et qu'on déconfine à minuit, ça va être la ruée. bien Il sûr, suffit de voir que certains McDonald's et autres marchands de hamburgers oui, ont réouvert leur drive-in pour avoir des files de 3-4 kilomètres parce qu'il y avait des gens qui étaient en manque, hein. oui, 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 Donc, il va falloir être prudent. Et je pense qu'on va aller vers ça. On va aller vers les deux extrêmes. On va aller vers des gens qui vont dire, moi, je veux consommer plus raisonnable, et d'autres qui vont dire, moi, je reprends la vie d'avant. Il y aura toujours des gens qui voudront la vie d'avant, hein. Ah oui, 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 ça c'est oui, mais clair. enfin bon, la vie d'avant, on ne dit plus aujourd'hui comme on vivait au Moyen Âge, la vie d'avant, elle meurt. Non, la vie d'avant le confinement, je veux dire, hein, la Oui, vie oui, d'avant non, le mais on est bien confinement, d'accord, la vie d'avant où on le pouvait. confinement, elle est morte. Et enfin, pour moi, elle est morte. Si des gens veulent continuer, veulent revenir comme c'était avant, je ne suis pas sûr que ce soit le- la bonne approche. Tout à fait, tout à fait. Cependant, faut pas oublier que la crise de 2008, et ça, c'était dans mes débuts de blogueur, j'avais un blog sur la crise et le marché de l'or. Le problème, c'est qu'on est en train de subir
au niveau économique, les conséquences, le contre-coup de la crise de 2008, qui est le contre-coup de la crise de 2001, qui est le contre-coup de la crise de 87, de 92, de 87, et de tout ça, il faut remonter jusqu'en 75. Et oui, des années 70, hein, Où on a commencé la première à, crise du pétrole, en fait. on a scindé les banques centrales de l'État, on a scindé la monnaie de l'étalon or, et on a vécu depuis lors sur l'endettement public qui a été croissant d'année en année, ce qui a fait qu'on a dû avoir des politiques de taux décroissants d'année en année, ce qui fait que maintenant l'épargne ne rapporte plus rien et on se retrouve avec des déséquilibres économiques qui sont en train qui étaient sur le point de tomber. Donc, on a vu en 2008 la faillite de banques en se disant, mais nos modèles économiques n'ont jamais vu ça. J'ai étudié, ça faisait 10 ans que j'étais sorti de l'université à l'époque, et ça faisait 7 ans. Et on n'avait jamais vu, dans aucune doctrine économique, qu'ils avaient prévu que les banques fassent faillite. Et puis, on a été pris de court et en fait, on a tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont endetté l'État à fond pour essayer de faire comme avant, de revenir comme c'était avant. Ils n'ont pas laissé les banques faire faillite et le système économique n'a pas été purgé. Et ça fait 12 ans qu'on essaie de maintenir le système en tant que tel. Et là, maintenant, le coronavirus arrive, on parle de crise du coronavirus. Non, c'est une crise qui est latente, qui, de toute façon, allait nous tomber sur la figure et qui va seulement commencer à se déployer maintenant. Malheureusement, les premières victimes vont être les prestataires de services comme les restaurants. Alors, ceux qui avaient prévu de faire de la vente à emporter peuvent encore sauver un petit peu les meubles. Moi, je parle de ça parce que mes parents faisaient beaucoup de ventes à emporter dans leurs établissements quand ils avaient un restaurant. Et c'était souvent une planche de salut, le traiteur et le service à emporter. Et je pense que ça va être le salut dans le court terme. Dans le plus long terme, j'espère que cette crise va un peu nettoyer le secteur des mauvais traitements. Des gargotes, on va dire. Des gargotes, voilà. Des gargotes, oui. Des restaurants qui faisaient dans le pas cher, qui appâtaient le client. J'espère que les gens vont apprendre à cuisiner un peu plus eux-mêmes. On va revenir vers un mode les gens vont recommencer à cuisiner pour eux-mêmes. Donc, peut-être un petit peu moins aller au restaurant et aller au restaurant pour une bonne occasion. Donc, probablement que les restaurants vont plus être des gargotes où on peut avoir un steak frites pour 10 €, mais sera plus un endroit où on paiera un peu plus cher, mais on aura une ambiance, on aura un confort, on aura plus des petites bulles comme ça. On va devoir arriver de toute façon à avoir une distanciation sociale, et donc on va faire en sorte que le client se sente à l'aise. Donc, ça sera plus le côté ambiance, expérience que le côté je vais juste pour manger, remplir la panse. Oui, mais ça veut dire que s'il y a distanciation physique, je préfère distanciation physique que sociale, ça veut dire que il y a moins de chiffre d'affaires, donc ça se au mètre carré. Au mètre carré, ça se reporte sur le personnel. Il y aura du personnel en moins. Oui, mais je pense que je pense que ça va aussi se reporter sur les prix. Enfin, sinon le restaurant n'est plus viable. Ouais. Parce que si le restaurant ne fait plus que la moitié de son chiffre d'affaires, mais qui continue toujours à payer le même loyer et les légumes sont toujours au même prix en principe, voire même plus cher, il n'y a qu'une solution, c'est que les prix augmentent. Oui, mais il y aura aussi la variable d'ajustement du personnel. Oui, tout à fait. Dans un premier temps. Oui, ce qui risque de se passer, c'est que de nouveau, les restaurants vont se faire concurrence pour avoir le client en baissant leur prix, et ils ne pourront baisser leur prix qu'à une condition, c'est baisser la qualité de la marchandise. Oui. Ah oui, on est bien d'accord. Et ça, les gens ne voudront pas, sauf si, je vais dire, si ce que je mange au restaurant est de moins bonne qualité que ce que je peux manger chez moi, il y a des gens qui se disent je préfère manger chez moi, sauf si le moment que je passe au restaurant est de meilleure qualité que si j'étais chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance, on se sent bien. Parce que le principe même d'un restaurant, et un restaurant qui a du succès, et j'ai vu mon père était excellent là-dedans, et c'est une des qualités que je lui reconnais, c'est qu'il faisait, dès que le client passait la porte, il se montrait accueillant, et son rôle était de faire en sorte que le client se sente bien. Avant tout. Manger était peut-être presque secondaire. Qu'il mange ce qu'il a envie faisait partie de l'expérience. Il faut que le client se sente bien. Et jamais il ne laissait un client quitter la maison insatisfait. Il y a un grand principe en restauration qu'on essaie d'inculquer aux élèves et qui dit que le fait de venir manger au restaurant, c'est une expérience totale. C'est une expérience totale, ça veut dire qu'on veut bien sûr manger, ça on doit se nourrir, c'est le but premier, c'est le but d'origine.
mais il devient accessoire finalement. On doit manger bien, correctement, payer un prix évidemment qui est en rapport avec ce qu'on mange, mais on doit aussi avoir une ambiance. Alors l'ambiance, c'est aussi bien le personnel, c'est le cadre, c'est le décor de la table qui doit être approprié et dans lequel on doit se sentir bien. Mais c'est également, par exemple, l'ambiance musicale. C'est Ouais. quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais l'ambiance musicale dans un restaurant, ça fait beaucoup. Vous allez dans un restaurant où vous avez, je dirais, une majorité d'hommes d'affaires. Si la musique fonctionne trop et que vous ne savez pas discuter, vous n'y retournez pas puisque vous n'êtes pas dans un lieu approprié. Absolument. Si vous allez pour parler un petit peu, moi je vais à des réunions plusieurs fois par mois avec des connaissances ou des amis, et alors on nous a déjà arrivé de dire, bon, on a souvent un local qui est un petit peu à part, mais de dire, écoutez, vous pourriez baisser un peu la sono parce que dans cette pièce-ci, on ne sait pas s'entendre. Or, le but, on va pour manger, mais on va aussi pour papoter, pour, je dirais, communiquer pendant 2 heures ou 3 heures. Donc, il y a toute une série de choses où il faut que le client se sente bien, comme disait Marc, et l'expérience du restaurant, ça devient une expérience, je dirais, globale. Ça a toujours été, mais encore plus maintenant. Alors, ce qui va sans doute changer, c'est qu'avant, beaucoup de gens qui se plaignent ou qui se plaignaient que la vie était trop chère, allaient au restaurant pour un oui, pour un non. Bon, il fut une époque, Claude, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on allait au restaurant uniquement aux grandes occasions. On allait au restaurant Oui, quelques oui, fois par an, oui, soit parce qu'on était à l'étranger ou en vacances, en oui. déplacement. Mais c'était toujours l'expérience. Alors, on y allait pour, je dirais, une fête, pour des fiançailles, pour un mariage, pour un baptême, bon, pour des choses pareilles. Quoiqu'on faisait encore beaucoup de ces réceptions-là chez soi. Hein. Oui, Mais aussi. maintenant, vous avez, enfin, il est quasiment connu, bon, des familles, allez, papa, maman, les deux travaillent, il y a 2 enfants. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On est en pleine semaine. Ah ben, on prend la voiture et on va au restaurant. On va par exemple dans un restaurant de type Mais, hamburger, hein, mais où on même paye très très cher, mais on va manger une pizza, on va manger une pâte, mais, et mais on paye quand même toujours à 3 ou Paris, 4 fois par le prix de exemple, ce qu'on mangerait chez soi. Quoi. les jeunes de mon âge qui habitent à Paris, enfin les jeunes de mon âge, je veux dire, les gens qui sont qui rentrent dans la vie active, ils cuisinent très peu. Et quand j'ai été au festival de podcast à Paris, j'ai rencontré des gens de ma génération qui habitaient Paris et ils disaient, oui, bon, la cuisine c'est bien, mais je cuisine pas moi, parce qu'ils ont une brasserie à tous les coins de rue là-bas. Oui, 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 oui. oui. Tous les soirs, ils vont manger dans un endroit différent. Ouais. Et on Mais vend même maintenant des studios ou des appartements où il n'y a plus de cuisine proprement dite. Il y a juste un tout petit coin kitchenette qui fait Oui, 1 mètre carré 50, quoi, où il petit y a un déjeuner. réchaud, une plaque, il y a un petit évier, hein, et puis, oui, ben bon, c'est pour prendre le petit déjeuner le matin. Hein, Voilà. donc, c'est pour se cuire un œuf au plat, c'est pour éventuellement, il y a un petit four micro-ondes ou combiné. Hein, on achète une pâte et on la met au micro-ondes ou on est passé chez le traiteur. Et il n'y a plus vraiment d'endroit pour cuisiner dans certains oui, appartements. oui, Mais ça, je oui, pense qu'on va en revenir. Hein, oui, sans parce doute, que sans la doute. vie risque de coûter très cher Hmm. et les gens vont devoir réapprendre à Ben, cuisiner. déjà, là maintenant qu'il n'y a plus de restaurants ouverts, Ah ben, ils je doivent, plains ces gens-là, hein, entre ils nous. doivent le sentir passer. C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'étais dit, ce serait bien qu'on fasse un live pour aider les gens euh, qui doivent, se retrouvent tous à devoir cuisiner eux-mêmes. Qu'on puisse au moins répondre à leurs questions s'ils en ont. Oui, parce Mais que une des bon, ben, grosses... Oui, on parlait de l'œuf, ben, il y a bien l'expression, il ne sait même pas faire cuire pas un cuire œuf. un œuf. Mais Hein. il y a eu une grosse évolution dans les études. Je m'explique. Dans les années 50, 60, début années 70, je ne sais pas comment l'enseignement en France est organisé à ce niveau-là, mais il y avait ce qu'on appelait des écoles de régentes ménagères ou qui étaient destinées en fait à apprendre aux jeunes filles à Oui, savoir tenir une maison. absolument, ça Donc, elles existait. faisaient des études ménagères Oui. parce que le but était de dire, bon, ben voilà, vous allez marier un monsieur qui va travailler et puis vous devez savoir vous occuper de votre mari. Hmm. Vous devez savoir cuisiner, vous devez savoir repasser une chemise, Ça, de nos jours, ce serait trop sexiste, vous quoi. devez, Ah, exactement, vous devez savoir c'est remettre un bouton, impossible. coudre, Ouais. vous faire une jupe, un petit tablier, faire un petit bavoir pour vos enfants. Hein. Et puis, on donnait également dans ce genre de cours des cours de bricolage, parce que si une prise électrique venait je dirais, à nécessiter d'être réparée, ben, il fallait pouvoir la démonter. Et les demoiselles faisaient ce genre d'études. Alors, évidemment, c'est sexiste. Entre-temps, bon, il y a eu la libération de la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé ce genre d'école. Et alors, elles ont été Oui, remplacées par des écoles hôtelières. oui, Et nous Oui. avons eu comme ça une population qui parfois montait jusqu'à 60% de jeunes filles, parce que les parents disaient à leurs filles, écoute, tu vas apprendre la cuisine, tu sauras travailler en salle, si tu te maries, tu sauras cuisiner pour ton mari ou pour le directeur lorsqu'il sera invité, hein, quand les maris invitent leur directeur ou leur supérieur à la Mhm. maison, et dans un premier temps, tu pourras travailler.
Hein, tu auras un métier, tu pourras aller travailler dans un restaurant, en salle ou en cuisine. Et nous avons eu comme ça énormément de jeunes filles qui ont fait ce choix d'études. C'était une mode, évidemment, hein, mais parce que c'était une manière de poursuivre des études ménagères, en fait. Apprendre à cuisiner et à savoir dresser une table correctement et à servir, ça a été un leitmotiv pour faire ce genre Ne d'études. crois pas Mais si ça, bien ça a été dire. terminé, ça, par contre, après. Ne crois pas si bien dire parce que c'est la raison pour laquelle ma mère a été à l'école hôtelière et toutes ses sœurs, et elles étaient 5 sœurs à la maison, se sont retrouvées à l'école hôtelière parce que ma grand-mère leur disait comme ça fera de vous de bonnes ménagères. Au Mais moins, oui. vous saurez tenir une maison. Oui, Voilà, c'est en bonne exactement ce flamande que qu'elle tu était. expliques, Guy, oui. Mais Oui. bon, évidemment, maintenant, je dirais que c'est une mode qui est passée. Alors, je ne sais pas quel a été l'impact en France, mais en Belgique, en tout cas, dans la partie francophone du pays, on a ouvert des dizaines. Mais quand je dis des dizaines, le nombre est monté à plus de 100. Donc, des écoles hôtelières. En fait, il y avait à l'origine, je dirais, on va dire en gros, hein, une dizaine d'écoles hôtelières qui avaient pignon sur rue, qui étaient des institutions qui avaient parfois déjà des dizaines d'années. Et puis, voyant que ça marchait, des directions d'écoles qui n'avaient pas de section hôtelière ont dit finalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les grandes écoles phares qui puissent exister. Nous sommes entre les deux. On va ouvrir une section hotelière. Alors, tant que les écoles en question y ont mis les moyens, c'était très bien. Parce que pour faire une école hôtelière, il faut des moyens financiers. Il faut des fourneaux professionnels, des fours professionnels. Il faut une salle qui tienne la route. Il faut des tables, du mobilier. Il faut de la vaisselle. Il faut du nappage. Il faut de la verrerie. Et puis, bon, quand on sait qu'on travaille avec des élèves, il y a beaucoup de casse. Hein. Chaque année, il faut quand même remplacer une partie non négligeable de la vaisselle. Si on veut être cohérent, il faut avoir de la belle porcelaine. Il ne faut pas non plus travailler avec des verres à moutarde et des sets de table en papier. Il faut travailler avec du matériel convenable. Donc, toute une série d'écoles, par la suite, se sont ouvertes. Quand je dis des écoles, ce sont plutôt des sections et qui n'avaient pas les moyens. Et ça, c'était la mort du petit cheval. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des écoles qui ont fait énormément de tort aux autres. Pourquoi? Pour des raisons de proximité. Vous avez une institution qui ouvre école hôtelière, les parents ne savent pas toujours ce qui s'y passe, mais c'est tout près de chez eux. Donc, on met leurs enfants dans ce genre d'école. Donc, les écoles qui avaient elles-mêmes plutôt fait des frais pour avoir du beau matériel et les conditions, je dirais, optimales d'apprentissage, se sont retrouvées à perdre énormément d'élèves. Ça a été un gros problème. Et puis, je dirais que la mode de l'hôtellerie pour les jeunes filles, voire pour les garçons, est passée. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait ces études-là se sont rendus compte aussi, et puis ça s'est connu, ça s'est su, que les conditions de travail dans le secteur de l'hôtellerie étaient des conditions de travail misérables. C'est un des secteurs qui est le moins payé, en tout cas en Belgique c'est comme ça, au niveau du personnel. Et alors, l'autre problème, c'est que dans les restaurants, on peut engager n'importe qui. On engage des gens qui n'ont quelquefois pas fait d'études. Et alors, c'est comme ça, évidemment, qu'il y a eu dépréciation de la formation. À quoi ça sert d'avoir fait 4 ans d'études en salle si quand vous travaillez, vous ne faites que débarrasser des assiettes? Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'études d'école hôtelière, à qui on montre comment débarrasser, en 2 jours, il sait le faire. Ça va être un Voilà. problème. Ça, c'est un problème. Non, ça va être un problème dans cette crise parce que justement, le milieu hôtelier a toujours été un tampon qui absorbait les gens qui perdaient leur emploi ailleurs. Hein, tu pouvais toujours, si tu te trouvais sans boulot, Macron l'a bien dit, hein, il suffit de traverser la rue et aller tout à fait. aller faire la plonge dans un café ou aller servir dans un bar, dans un Oui, restaurant. exactement. Servir maintenant, dans un café, dans avec une les brasserie. restaurants fermés, on perd ça, à pu. Oui, on Donc, perd. Et puis, on va avoir très mal. Hein. Oui, ça va faire très mal. Et puis, puisqu'on parlait de formation, il y a un autre sujet, c'est que le financement des CFA et des structures de formation des métiers de bouche, le financement change. Ils n'ont plus accès, ils ne vont plus avoir accès à la taxe d'apprentissage et d'autres taxes. Donc, ça veut dire que toutes ces écoles vont être en concurrence et qu'elles vont devoir aller chercher les financements. Donc, ça va aussi changer beaucoup de choses et tous, là aussi, tous les établissements ne pourront pas rester debout. Alors, sur la formation, ça va aussi bouger énormément. Oui, donc l'avenir de la cuisine, de la gastronomie et des métiers de bouche
Bon, outre tout ce que l'on a évoqué, pour moi, c'est lié aussi à la production des produits, la production agricole, la pêche, l'élevage. Comment est-ce que vous voyez la suite des choses sur ces sujets, Alors, sur je pense, l'approvisionnement? je pense que nous devons d'abord s'échanger un peu notre fusil d'épaule quant à l'origine de l'approvisionnement. Alors, Oui, on s'est rendu compte à l'occasion du coronavirus que nous étions extrêmement dépendants oui. d'un pays comme la Chine pour toutes sortes Mm, de produits, mm. entre autres les médicaments, mais également les masques. Alors maintenant, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut rapatrier ce genre de choses chez nous. Ce qu'on oublie, c'est que par exemple, pour toute une série de produits, je vais prendre le cas des surgelés et puis du concentré de tomate, ça a quand même fait les choux gras dans la Ou des presse il y a morilles quelque fraîches, temps, hein? ou des morilles. Mais dans le cas du concentré de tomate, pour prendre cet exemple-là, bon, on produit maintenant le concentré de tomate, non pas en Italie, du côté des pentes du Vésuve et de Sorrente, hein, comme on pourrait le croire. On en produit encore certainement là-bas, mais il est très cher. On en produit énormément en Chine. Alors, on le produit dans des conditions, je dirais, à la fois de culture des tomates, de récolte des tomates et de réalisation du concentré et des sauces qui en sont dérivées, où on trouve le pire et le meilleur. On a fait des analyses. Il y a un livre que j'ai acheté, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui a été écrit par quelqu'un qui s'est plongé là-dedans pendant de très longs mois, de manière à en tirer, je dirais, une vérité. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des catégories extrêmement différentes au niveau du concentré de tomate. Alors, Dieu merci pour nous, les meilleures qualités sont encore réservées, grosso modo, à l'Europe. Et Mm. puis, ce qui est vraiment à la limite du désastre et de l'immangeable, c'est exporté dans les pays à faible pouvoir d'achat. En Ouais. Afrique. Donc, on exporte justement des fûts de concentré de tomates comme des tonneaux de pétrole, qui sont, je dirais, disséminés entre autres en Afrique, où là, le commerce se fait non pas en boîte individuelle chez le particulier, mais on achète ça en vrac, et la ménagère africaine, ben, elle se rend dans le magasin, et puis elle va avec sa tasse, et on lui sert une tasse de concentré de tomate, où Dieu seul sait ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il On serait a, quand même on un a le peu même, logique. on a le Oui, même problème pour le miel, hein? Tout le on a miel le même Ah problème bah, pour le maintenant, le miel, hein? miel, exactement. oui, c'est Le ça la miel, problématique. Hein. il y a quasiment tout. Alors Ouais. évidemment, on prend dans une grande surface un miel standard sans marque ou bien de la marque de la grande surface. Quand on a sur l'indication, sur l'étiquette qu'on vous dit miel issu de divers pays de la communauté européenne, on a encore de la chance. Mm. Parce que là, le miel vient d'Europe et on peut espérer qu'il soit correctement, je dirais, élaboré, récolté, etc. Mais quand on met un miel sur l'étiquette que le miel vient du monde entier éventuellement, là, il y a eu quand même assez d'expériences qui ont été faites. Hein. Les Chinois sont capables de réaliser un substitut de miel dont la détection n'est possible que dans des laboratoires extrêmement pointus. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à ce que les molécules se perdent dans le miel et qu'on mette jusqu'à 30% d'autre chose que du vrai miel dans le miel qu'on nous vend. Mais alors, pour le retrouver, cette histoire-là, il faut vraiment être ferré. Hein. Alors, bien entendu, on vous vend ça à un prix qui est moindre. Mais si c'est pour manger du glucose, je vais Oui, caricaturer, du glucose plutôt que du miel, ça ne sert à rien. Autant manger du vrai miel et l'acheter à un producteur local. Ça, c'est une chose. Hein. Donc, on va devoir, à mon avis, comment dirais-je, se réapproprier toute la production d'une série de produits. Et puis, je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir absolument aller chercher les choses au bout du monde. Moi, il y a quelque chose ah ben, qui m'a révolté, c'était il y a quelques années. Je suis dans un magasin en Belgique qui est un magasin discount mm. euh, qui commence à s'installer en France. Bon. Et alors, dans la chambre froide, hein, parce que bon, c'est un magasin où le sol est en béton pour que ça coûte moins cher, etc. Et là, dans le magasin, on diffuse des vidéos partout dans le magasin sur les produits, parfois sur des recettes. Et je vois que les oignons qu'on vend dans le magasin à ce moment-là viennent de Tasmanie. Alors, pour ceux qui ne savent pas de la Tasmanie, c'est une île qui se trouve au sud de l'Australie, donc vraiment aux antipodes. Donc, on a fait venir des oignons de ce coin-là. Je ne sais pas s'ils viennent en avion ou s'ils viennent en bateau, ça je n'en sais rien, mais qui ont parcouru 17-18 000 kilomètres pour venir. N'y Oui. a-t-il pas en Belgique, en France, en Europe en général, suffisamment de culture d'oignons? Bah Hein, il oui, faut quand même qu'on m'explique, quoi. bah oui, il y a Pourquoi des on fait. oignons Alors maintenant, Roscoff déjà, oui, je ne suis pas. Oui, maintenant ils sont quand même peut-être plus chers et très limités au niveau de la peut-être. Oui, quantité. oui, Mais oui. c'est vrai que
on produit suffisamment d'oignons en Europe occidentale Bien pour les sûr, gens d'Europe occidentale. Alors bien qu'on sûr. achète des vins australiens, ça ne me pose aucun problème. Hein, parce que, bon, je dis toujours, les vins du Chili, les vins d'Australie, les vins d'Afrique du Sud, ok, ils viennent en bateau. Donc déjà, à ce moment-là, ils ne coûtent pas trop cher. Mais le vin est un produit, bien sûr, vous allez me dire, on le trouve chez nous, hein, on trouve du vin en France, on est bien d'accord. Mais c'est encore un autre type de produit. Les oignons, c'est vraiment un produit banal, c'est vraiment le légume le plus banal qui est Il n'y dans a la pas cuisine d'AOC dans française. les oignons, hein. Si, il y en a en France, hein, mais Oui. je vais Et dire c'est que quoi des oignons c'est le roses? produit le L'oignon plus, de Tasmanie n'est pas une AOC. n'est pas une AOC, mais je dirais que c'est le produit le plus banal qui soit. Hum, Euh, et en plus, c'est un produit qui se conserve pendant des mois, donc on peut très bien cultiver des oignons chez nous et les mettre enfin, les conserver et puis les mettre en commerce quelques mois plus tard. Là, j'étais effaré. Par contre, je Oui, ne suis pas du tout contre le fait que nous ayons du commerce avec des produits des pays lointains. Je dis toujours, si on veut, par exemple, que les Argentins nous achètent nos pralines et nos bières trappistes, il faut bien que nous, on leur achète quelque chose, sinon c'est pas du commerce. Oui, oui, mais Je veux bien oui, tradition- traditionnellement, le la Chine, commerce, il va c'est dans les les deux épices, sens. quoi. Je veux dire, la Chine, c'est les épices, mais qu'on commence à Oh, acheter nos haricots surgelés en Chine, je me dis, il y a un problème. oui, mais il y a très peu. Enfin, c'est les épices. Oui, il y a des épices en Chine, mais les épices, c'était plutôt l'Indonésie, en fait. Hein. Mais c'est vrai que la Chine peut nous vendre des choses, il y a pas de souci. Mais est-ce qu'on est obligé d'acheter en Chine, effectivement, comme vous le dites, les légumes surgelés, les haricots verts surgelés, les brocolis? Bon, on a la capacité de faire ce genre de choses chez nous. Alors, quand on se rend compte que, par exemple, les cornichons de certaines marques françaises, jadis, c'était quasiment tous issus de la Bourgogne et de la vallée du Rhône hum, et de l'Est de la France. Maintenant, 95% des cornichons proviennent d'Inde. Est-ce qu'il est nécessaire de dépendre de l'Inde pour les cornichons? Même chose pour les graines de moutarde. Hein. Il y a une marque célèbre en France du côté de Dijon, hein, et il y en a d'autres évidemment. Maintenant, on se rend compte que quasiment toute la moutarde, elle vient du Canada. On ne cultive plus de champs de moutarde en France. Pourtant, bon, on l'a fait pendant des siècles. hum. On peut malheureusement penser que les écarts les écarts sociaux vont s'agrandir. Il va y avoir des gens riches, comme il y a toujours, et peut-être plus de gens pauvres. En tout cas, les écarts vont s'élargir, euh, puisqu'il y aura des produits chers. Si on veut consommer local, effectivement, comme on vient de le dire, les produits seront plus chers que les produits que l'on va acheter en Chine. Oui, Et si on veut vraiment bien se nourrir, ça veut dire que ça va représenter un budget important et sans doute moins de gens pourront manger, pourront bien manger. Il y je aura, vais nuancer, Claude, si vous voulez bien. Je vais oui, nuancer. Je vais dire d'abord que le pouvoir d'achat va diminuer oui, et que se nourrir va coûter de plus en plus cher. mm, Mais on ne va pas pour autant moins bien manger. On va devoir manger différemment. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a 40 ans, l'ananas, en tant que produit frais, était un luxe et était un produit qu'on achetait une fois de temps en temps. On est bien oui, d'accord? oui, Pourquoi? Parce que, je vais vous parler des années 60, on mangeait de l'ananas en boîte. Hein. Bon, mm, ça, il n'y a pas de problème, on le consommait. Et puis, ben, on a commencé à acheter des ananas frais, je dirais aussi bien à la campagne qu'en ville, parce qu'évidemment, en ville, il y avait toujours eu de l'ananas frais, mais tout le monde n'en achetait pas. Or, maintenant, on sait bien qu'on ne cultive pas d'ananas en Europe occidentale, ni des bananes non plus par ailleurs. Tout ça nous vient par avion. Hein. mm, Généralement, ça vient par avion, parfois par bateau, mais par avion. Or, on oublie quelque chose d'important, c'est qu'à terme de 30 ans, alors on a beau dire, oui, mais on disait ça il y a déjà 30 ans, non. À un moment donné, le pétrole va être ou bien manquant, ou moins utilisé, ou va coûter trop cher. Ça va se répercuter automatiquement sur les produits qui viennent de loin. oui. Alors, on va devoir manger du local tout en sachant que nous sommes limités par certaines choses. On a bien un phénomène de réchauffement climatique, mais pas encore au point de cultiver des ananas en Aquitaine, hein, on est bien Non, d'accord. non. Donc, ça veut dire Ce éventuellement serait sous bien, ça. serre, ce serait bien, mais enfin bon. Ça veut dire que nous allons devoir nous recentrer sur les produits que nous savons que nous sommes capables de produire et qui ne nécessitent pas, je dirais, un gros prix de transport au kilo de marchandises transportées.
Et ça, Ouais. je ne parle pas dans 2 ans, je ne parle pas dans 5 ans. Je parle à une échéance, je dirais, de 25-30 ans. À un moment donné, par la force des choses, les produits vont moins facilement se déplacer, ok Marc, vont moins facilement se déplacer et on devra de toute façon faire des choix. Alors, si je peux me permettre d'apporter mon point de vue, qui n'engage que moi, c'est que effectivement, on risque d'avoir un chamboulement de la répartition, comment dire, à cause de la modification du pouvoir d'achat. On va revoir quelque chose que j'ai vu justement dans la crise de 2007, parce que c'était une crise alimentaire. Il y avait un problème de pouvoir d'achat. C'est là que les revendications sur le pouvoir d'achat avaient commencé. Parce que souviens-toi qu'à l'époque, il y avait un président qui malheureusement n'est plus là, avait mis comme argument de campagne la diminution de la fracture sociale. Oui. Il y avait un événement, un phénomène euh, qui était passé à peine inaperçu, mais j'avais relevé, c'était justement l'augmentation. Ils avaient doublé en un an l'attribution de permis de pêche. Oui. Et les gens vont recommencer à se nourrir, à chercher leur nourriture eux-mêmes. Ouais. Et on va, à mon avis, on va se rendre compte que la qualité de vie va migrer de la ville à la campagne. Avant, on avait une meilleure qualité de vie en ville, maintenant parce qu'on avait tout plein de choses tout près. Maintenant, on va se rendre compte qu'avoir un jardin, on le voit avec le confinement, on se rend compte qu'avoir des enfants dans un appartement en confinement, les pauvres. Moi, j'ai la chance d'habiter un peu à la campagne avec un jardin. Je me rends compte que c'est un luxe. Oui. Et si en plus maintenant on va commencer à avoir des pénuries, parce qu'on va en avoir, parce qu'on va avoir dès qu'on va déconfiner, je pense que ça va être un carnage au niveau du transport aérien, au niveau déjà des communications. Ça risque d'être très problématique. Donc, les circuits d'approvisionnement risquent d'être fortement perturbés. Donc, on risque d'avoir des pénuries dans certains produits. Donc, on risque de devoir retourner vers le saisonnier de toute façon. Et on risque d'avoir un exode. On l'a déjà vu avec le confinement, un quart de la population de Paris qui aurait migré à la campagne. Et les gens vont réapprendre à cultiver eux-mêmes leur potager pour se nourrir. Et en ville, j'ai commencé à avoir un petit peu un changement de mentalité pour retrouver une mentalité que je connais par l'enseignement de mes grands-parents. Il faut savoir qu'en Belgique, on a été occupé lors de la guerre de 40 et on a été occupé de la guerre de 14. Et ça a laissé une trace dans la culture des gens que quand on est sous l'occupation et qu'on manque de tout, on serre les coudes et c'est tout le monde. Je veux dire, c'est pas chacun pour soi. On est tous ensemble. Et moi, j'ai grandi dans des familles où mes deux grands-pères étaient des résistants reconnus, donc avec enterrement, grande pompe, drapeau national, hymne national, tout le bazar. Et on a eu ces histoires comme ça qui ont percolé dans notre culture où on s'est serré les coudes, on a eu une entraide énorme qui a commencé à croître. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, tu avais les vieux qui disaient « ce qu'il vous faut, c'est une bonne guerre mondiale ». Oui. On y est, parce qu'on est dans la dèche, on est tous, là, s'il y a bien un truc, on est tous sur le même pied d'égalité, on est tous chez nous, dans notre canapé, on peut pas sortir. Là, il y a des risques des pauvres, que tu sois riche ou pauvre, t'es chez toi, tu peux pas sortir. C'est tout. Oui, donc, sauf les extrêmement riches qui peuvent prendre leur jet privé, il suffit qu'on aille sur Flight 24 radar pour voir que les seuls avions qui passent en Europe maintenant, c'est les cargos et les jets privés. Mais sinon, ça c'est vraiment un égalisateur social, c'est ce confinement, et on va devoir, on va voir réapparaître l'entraide entre les gens comme on avait en 40, quoi. Mais indépendamment du coronavirus, qui est finalement peut-être qu'un révélateur de ce qui va se produire, hein, et qui est un accélérateur, je dirais que c'est presque une enzyme de l'évolution de la société. Ce que j'ai déjà lu il y a à peu près 5 ou 6 ans, de la part de certains experts qui disaient « Nous avons une génération, et même moins d'une génération, pour réapprendre aux jeunes, qui seront les futurs adultes de demain, réapprendre à cultiver ». Alors évidemment, en ville, tout le monde n'a pas un terrain pour pouvoir le cultiver. Par contre, à la campagne, on risque de devoir racheter des semences, et celui qui aura un petit lopin de terre, je crois qu'il va devoir transformer la pelouse d'agrément qu'il avait, je dirais, semée sur le terrain où on mettait les pommes de terre. Eh bien, il va devoir remettre des pommes de terre, des courgettes, des haricots. Je pense qu'on va devoir, je parle de nouveau à terme de 15-20 ans, je ne parle pas pour demain. Hein. Je crois que ça pourra peut-être même commencer avant ça. Oui, Mais oui, voilà.
Je pense qu'on verra ça avant. Hein, Peut-être qu'on y reviendra avant, mais enfin, je vais dire que ça se oui, généralise. Hein. On va parce que devoir réapprendre à faire des conserves. Si on a un pommier, on va devoir non plus laisser tomber les pommes, comme on le voit encore très souvent, au pied du absolument, pommier, puis les laisser pourrir. On va devoir absolument. dire, voilà, Ouais. je fais de la Ou conserve. récupérer même les pommes pourries après. Oui, Oui, peut-être oui, qu'un jour, on les récupérera. Mais en tout oui, cas, dans un premier temps, on va devoir dire, je récupère toutes les pommes, je les valorise. Soit j'en fais du jus, soit je les vends, On fait oui, de la goutte, soit hein. je les, je les transforme, je fais de la compote et je la stérilise. J'ai oui, connu oui, l'époque, Ah, et ben, Claude tout le sans petit doute calva encore, maison, hein. oui, j'ai connu l'époque où les gens bien sûr qui étaient des gens âgés, avaient une marmite à stériliser. Bon, ils avaient des haricots en trop pendant l'été, ils ne mangeaient pas tout, et ils réalisaient des pots de haricots verts en pour conserve, l'hiver, et puis en plein absolument. milieu de l'hiver, ils les récupéraient, Oui, et ainsi de suite pour d'autres produits. J'ai oui, connu l'époque où on mettait des œufs en conserve, hein. oui, Les oui, œufs qu'on produisait encore à l'automne, on ouais, les emballait dans du papier journal, on les mettait dans des jarres, on peut oui, même dans la conserver cendre. des œufs Oui, dans de la cendre ou bien ouais, dans de la chaux. Bon, et ouais, on conservait les œufs comme ça pour pouvoir encore en disposer pendant l'hiver quand les poules ne pondaient plus. De ouais. nouveau, le retour aux poules, je dirais domestiques, je veux dire par là aux poules chez soi, c'est un mouvement qui a déjà maintenant quelques années, hein. Oui, oui, ça Depuis 4-5 repart. ans, les communes proposent des poules. Oui, Donc, on a, disons, 2 poules par ménage. Enfin, je n'en ai pas, mais on propose 2 poules par ménage. La oui, poule permet de recycler je vais dire des ordures, mais enfin plutôt les Les déchets déchets verts. alimentaires, hein, les oui, trognons de pommes, les pelures de pommes de terre et de carottes, les fans de carottes, etc. Et puis, ben, la poule, elle vous fait des œufs tous les jours. Bon, oui, vous avez un ménage de 4 personnes, vous avez 4 poules. Vous avez un œuf par personne et par jour en moyenne. On peut commencer à faire un peu de pâtisserie. On peut manger des oui, œufs en repas du soir. Ça coûte pas cher manger C'est une des œufs. protéine bon marché, oui. oui, C'est la meilleure protéine et c'est la meilleure protéine bon marché en plus. oui. Hein, au kilo ou au gramme de protéines, sa protéine qui coûte le moins cher, c'est l'œuf. Et d'autant plus quand on le produit soi-même, bien sûr. L'erreur, c'est de croire que la poule elle ne va manger que des détritus. Hein. Il faut quand même lui donner des graines et acheter un peu de graines pour donner à Oui, la oui, poule. un Hein. petit Elle peu. ne Oui, mange pas donc que les pelures. on va certainement aller vers ce genre d'économie, une économie qui devient vraiment de subsistance où, comme tu le dis, Marc, on s'aide, on s'entraide, on va On ne faire va du pas jardin retourner sur vers le. l'autarcie, oui, Oui, mais on oui, sera sur une autarcie de grande dimension. Ce oui, ne sera pas une absolument. autarcie par ménage, mais ce serait une autarcie, je dirais, quasiment à l'échelle National. d'une ville, ou d'un pays peut-être, mais en tout cas peut-être même d'une ville, hein, Mhm. où les uns produiront du fromage de chèvre, les autres produiront du beurre, les autres produiront de la viande d'un porc qu'ils ont élevé. Et il y Oui, aura comme ça, à mon avis, un commerce qui va plutôt se relocaliser. Ça ne oui. se fera pas d'un coup, ça se fera progressivement, mais je pense qu'on va retourner vers ce genre de choses. Oui, moi je Mais pense moi, que je ça peut être pense que très rapide. les gens vont y arriver parce qu'ils seront contraints. Tout Oui. d'abord, tu as les idéologistes qui se sont mis à faire, tu avais les survivalistes et Mhm. les collapsologues Mhm. dont on riait bien beaucoup jusqu'au mois de février. Oui, Maintenant, les gens viennent leur demander conseil. oui, oui. Ils rigolent moins. Mais heureusement qu'ils étaient là parce que finalement, ils ont un petit peu fait progresser la, la, comment dire, la connaissance. Oui. Et c'est maintenant peut-être eux qui vont donner des cours aux autres, quoi. Alors, Et ça puis, il n'est pas m'emmène. dit non plus, oui, Oui. pardon, Marc, pardon, Claude, il n'est pas dit non plus que ce que nous vivons maintenant, nous n'ayons pas, je dirais, un deuxième ou une troisième secousse des répliques. Qui Absolument. sait, imaginons que le coronavirus, on vienne à s'en débarrasser, on va dire pour la belle saison, pour l'été, hein, juillet, août, hein, on peut de nouveau bouger, on peut de nouveau un petit peu faire ce qu'on veut. Rien ne nous dit qu'on ne va pas de nouveau devoir reconfiner en septembre ou en octobre, en plein hiver. Parce Alors qu'il aura muté. imaginons, oui, il aura muté ou je ne sais quoi. Alors imaginons maintenant qu'on mette de nouveau l'industrie, y compris peut-être l'industrie agroalimentaire à l'arrêt. On a la chance, c'est qu'ici on a arrêté certains types de commerce qu'on va qualifier de non essentiels. Mais Oui, imaginons que l'industrie agroalimentaire ait été à l'arrêt total. oui. Bah, Imaginons. rajoute une grippe aviaire par-dessus ça et c'est Ah oui, bon, on hein. rajoute une grippe aviaire en plus, Hein? alors là, Ok. Tant qu'à jouer avec des trucs qui viennent de Chine, oui, allons-y. autant rester. Oui, mais je veux dire par là que ce serait vraiment une catastrophe hein, si on avait l'industrie agroalimentaire qui devait s'arrêter. Les magasins ne sont plus fournis en marchandises, le secteur ne fonctionne plus. Imaginons un microbe qui soit un tout petit peu plus vicieux. Hein, je dirais, au lieu de tuer, et c'est malheureux déjà, quelques pourcents de la population, il tuerait 20% ou 30% de la population. C'est panique générale, tout le monde reste chez soi et tout est à l'abandon. Hein. Et une fois que les grandes surfaces auront été pillées,
Oui. ben, il n'y a plus rien et les gens s'entretuent pour bouffer, hein, on est Oui, d'accord. oui, 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 oui. Oui, donc on risque d'aller très vite vers des solutions de ce type. Très local, on fait le jardin, on cultive sur les ronds-points dans les villes. Enfin bon, Oui, tout à donc fait, comme on a vu pendant la dernière guerre, hein. tout à fait, Tous les on fait parcs ça. publics en ville ont été transformés en potagers. Et maintenant, Absolument. il n'est pas dit qu'on va y arriver dans un mois, dans 2 mois ou Mais Oh, dans un an. ça se commence, fait hein. déjà, hein, tout à fait, Ça ça commence. commence. J'ai vu En- en Amérique, et même je vois ça à Bruxelles aussi, quand tu es dans une avenue qui a des arbres, Mhm, généralement autour de l'arbre, il y a il y a quoi, il y a un quart de mètre carré mhm. de terre, et on incite les riverains à planter, c'était des Oui, fleurs, mais j'ai vu qu'il y en a qui commencent à planter des carottes là. absolument, absolument. Et ça Et alors, il y a m'amène. tout le phénomène. Oui, attendez, on a tellement de choses à dire, mais on Oui, assiste depuis quelques années en ville au phénomène suivant, qui est l'utilisation des toits de terrasses. Et ah on ben, aménage des cultures oui, maintenant sur les toits des abattoirs, sur les toits des usines, sur les toits des entrepôts. Et quand on construit un nouveau bâtiment, on ne va plus vers la solution du toit en pente. On dit voilà, on va faire un toit aménagé. Alors, dans un premier temps, on met du terreau avec des plantes, soi-disant, je vais dire, pour capter la chaleur en été et le froid en hiver, hein, pour isoler. Mais on va aller de plus en plus vers des toits. On va commencer à cultiver des petites choses, oui, c'est-à-dire des choses qui ne demandent pas des profondeurs de terre trop importantes. oui, On va oui. cultiver des fraisiers, on De va tomates. cultiver des herbes aromatiques, on va Mhm, cultiver des tomates, hein, et voilà. Et mhm. on se rend compte qu'il y a maintenant une démarche qui est de plus en plus extensive en ville sur la récupération des surfaces des toits et de Oui, l'aménagement des toits en terrain de culture. Voilà. ouais, ouais. Oui, ça m'amène à une autre type de question. Est-ce que vous avez, et je crois bien que oui, d'autres domaines d'expertise que la cuisine, tous les deux? Ah ben, heureusement, hein. Mais Non, l'expertise avancée par les marques, allez. non, parce que Guy en a aussi, hein. Parce qu'on Guy a plusieurs diplômes. Je trouve qu'on est très complémentaires. Bon, moi, à la base, donc j'ai grandi dans une cuisine avec mes parents cuisiniers, mais aucun d'entre nous, des 4 enfants, n'ont suivi la suite, hein. J'ai ma sœur est prof de français, mon autre sœur était diplômée technicienne orthopédiste, mon frère est technicien biomédical et moi je suis comptable et j'ai fait donc un bac plus 3 compta et puis j'ai fait une maîtrise en économie, Mhm, gestion d'entreprise. Et donc mon dada, c'est effectivement tout ce qui est entrepreneuriat et économie en termes de comment dire, pour l'intérêt, parce que je trouve que c'est les sciences économiques, une science qui regroupe, comment dire, c'est la maîtresse des sciences humaines parce qu'il y a du comportementalisme, donc enfin bref, les sciences sociales, il y a des maths, il y a comment dire, au niveau micro et au niveau macro, hein, mhm, donc mhm, mhm. on va à la fois observer le comportement d'un individu et puis les comportements de masse. De masse. Mhm. Donc c'est super intéressant, si ce n'est que malheureusement les économistes que j'appelle les éclonoumistes, c'est plus des clowns qu'autre chose. C'est ça qu'on montre, c'est des gens dont on ne montre pas les vrais sponsors qu'on passe sur les chaînes de télévision depuis la crise de 2008. C'est pour ça que ça m'avait poussé à bloguer, à commencer à m'intéresser à produire de contenu en ligne, de redresser un petit peu comment dire, remettre l'église au milieu du village et commencer un peu à raconter la vérité parce que on te raconte des âneries là et on te présente dès que le gars il est chef d'études ou directeur d'études au CNRS, ça lui donne le droit de raconter tout et n'importe quoi et son contraire. Mhm. Bref, voilà, donc ça c'est mon autre domaine de compétences entre autres. Et est-ce que tu as pensé faire un podcast autour de ça, par exemple? Ah oui, ce sera un Oui, podcast ce sera un je dis oui podcast parce en que je le sais. solo. Parce que j'avais lancé Parler Cuisine avec Guy et donc j'avais pensé à faire Parler Argent où je parlerais plutôt de finances personnelles Mhm, parce que à, je me suis rendu compte qu'en étudiant comptabilité et économie et gestion, donc sciences de gestion, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas beaucoup à gérer mes finances personnelles et je me suis retrouvé plusieurs fois dans ma vie complètement ruiné avec 10 euros pour finir la fin du mois et il restait 10 jours. mhm, Et donc, mhm. je me dis, mais on me disait, mais enfin, t'es comptable, donc tu devrais quand même savoir gérer l'argent. Et je me rends compte que j'ai appris à gérer l'argent des autres. J'ai appris à gérer l'argent de l'entreprise. Je suis un excellent directeur financier, paraît-il, mais
je me rends compte qu'au niveau éducation aux finances personnelles, on n'éduque pas les enfants qui sortent, ils ont le bac. Oui, Un tiers des enfants en France qui a le bac a déjà des dettes. Je crois oui. que c'est 27% le dernier chiffre que j'ai vu. C'est 1 sur 3. Mm. Alors qu'il n'a jamais gagné un centime de sa vie, Mm. il ne sait pas travailler Bref, il y a énormément de choses à transmettre et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'institutions que ça intéresse. Hein, il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent très bien du fait que les gens sont ignorants financièrement. Oui, Et donc, personnellement, j'ai commencé à adapter un peu ma vie à faire des changements pour pouvoir me protéger parce que maintenant, je suis devenu père de famille, j'ai 2 enfants et donc je peux plus me permettre comme ça de brûler la chandelle par les 2 bouts. mm, Donc, j'ai donc commencé à appliquer des théories que j'ai trouvées dans le monde anglo-saxon et qui n'ont pas encore transpiré en France assez bien. Donc, je me dis, c'est le genre de choses que je parlerai dans ce podcast. Et donc, ce sera vraiment, ça collera vraiment dans mon domaine de compétences. Donc, ça risque de s'appeler parler argent. très bien. Mais ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Guy, pour les jeunes filles, quand il y avait ces cours d'éducation ménagère. Ça s'appelait Oui. comme ça. Ben, ça rejoint ce phénomène de l'argent pour les jeunes. Normalement, c'est dans ces cours-là, ils apprenaient à gérer le budget des ménages. Tout à fait, Aussi. tout à fait. Mais Donc, parler argent, parler cuisine, parler argent. OK. par exemple, oui, ça risque d'être ça. Mais bon, tant qu'on est dans le confinement et que les enfants sont à la maison, ce projet est au Oui, frigo. c'est compliqué. Oui, puis vous Oui, il passez faut du beaucoup. temps aussi, hein, il Oui, il faut faut du Oui, temps oui, parce que il faut du temps. quand on veut faire les choses correctement et quand on veut les faire bien, il faut s'appliquer, mais ça ne se fait pas en claquant simplement du doigt. Oui, Je voudrais bien, moi, c'est donner un côté plus approfondi, mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps et que Internet est un véritable fléau parce qu'une fois qu'on a Internet, on passe tellement de temps à surfer, parfois pour s'instruire d'ailleurs, hein, mais on passe tellement de temps, c'est vraiment, ça bouffe un temps terrible. oui, Et je voudrais préparer certains épisodes beaucoup plus intensément pour donner vraiment un contenu. Quand je dis un contenu, c'est-à-dire des informations pertinentes. C'est pas oui. que je ne veux pas dire que je n'en donne pas, mais je dirais encore plus pointu. Hmm, Et je me rends compte, c'est qu'il faut du temps. oui, Quand on veut faire une belle émission, quand on veut traiter d'un beau sujet, généralement, je le fais, je dirais, sans document, sans aucun support. Mais ce serait quand même beaucoup plus facile de parler des choses de manière pertinente en ayant eu le temps de faire des recherches oui, sur un sujet bien donné. sûr. Oui, Et ça, c'est pas pour être pédant, hein, parce que bon, je suis à un autre stade que ça. Mais je veux dire par là que ceux qui nous écoutent, ils ont besoin d'apprendre quelque chose. Si c'est pour entendre des banalités, ça ne sert à rien. Donc, pour absolument. donner un contenu qui est pertinent, il faut Hmm. du temps. Et malheureusement, mais tant que je suis toujours au travail, c'est le temps qui me manque le plus, évidemment. Oui, 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 oui. Écoutez, mes amis, on pourrait avoir des tas de sujets. Si j'ai quand même encore une question. Euh, alors, ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire. J'avais mis comme question, comment est-ce que vous voyez votre podcast par les cuisines dans le post-coronavirus? Mais dans le post-coronavirus, donc après le coronavirus, Oui, bon, je pense que la situation va dans un premier temps revenir, je dirais, à peu près normale. Je m'explique. Actuellement, on a des problèmes pour aller faire ses courses. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'approvisionnement en marchandises, si ce n'est peut-être la farine, les pâtes ou des choses très oui, ponctuelles. Mais au niveau des légumes, je n'ai pas vraiment vu de changement. Je pense qu'au niveau des épices et des choses que nous connaissons actuellement, pendant un temps, en tout cas, ça va rester à peu près comme c'est, sauf si, je le répète, il y a vraiment un deuxième assaut du coronavirus, qu'on doit reconfiner mm, et qu'on a éventuellement des problèmes d'approvisionnement réels. Mais bon, on n'y est pas encore. mm, Donc, je pense que dans un second temps, on va revenir peut-être à des recettes, à des préparations qui ressembleront quand même un peu Oui. plus à ce qu'on faisait. Maintenant, moi, je n'ai pas les compétences en agriculture. Bon, de temps en temps, on en discute, mais Bah, à attends, part faire pousser quelques plantes sur le balcon, Guy a grandi dans une ferme quand même. oui, Hein. oui, Donc mais de là
il a un point de vue intéressant à ce niveau-là, d'ailleurs. Oui, enfin, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons qu'on décide tout d'un coup d'avoir quasiment tous une vache à la maison ou une chèvre. Personnellement, je suis incapable de la traire, hein, on est bien d'accord, surtout à Tu la t'en main, sortiras évidemment. probablement mieux que moi. Ben, je dirais que ma sœur elle m'a encore mimé le geste il n'y a pas longtemps. Ma sœur est tout à fait capable de traire une vache. Elle, pourtant, elle est plus jeune que moi, donc parce qu'elle a encore appris à le faire à la main avec maman. Moi, j'ai essayé hein, quand j'étais gosse. Maman, montre-moi comment on fait pour traire une vache. Autant dire que je tirais sur les trayons de la vache, mais il n'y avait pas une goutte de lait qui sortait. Hein. Ce qui risquait de se passer, c'est que j'allais la blesser et qu'elle m'aurait tapé un coup de patte, ce qui n'est jamais agréable parce qu'une vache, c'est quand même assez, Oui, assez Costaud. puissant, hein, c'est assez oui, oui. costaud. Ouais. Donc voilà. Euh, Par contre, je dirais qu'au niveau des choses que je peux proposer, c'est dire aux gens, ben voilà, les inciter, justement, s'ils ont la place, à ne pas oublier de mettre des plantes sur leur balcon ou dans une jardinière. Pour prendre un exemple tout simple, hein, on parlait des herbes aromatiques un jour, on en discutait avec Marc, et on parle régulièrement de la culture du persil, etc. Je dis, il n'y a rien de plus bête que lorsqu'on veut faire une casserole de moules marinières, on soit obligé d'aller chercher un pied de céleri complet au magasin. Ok? C'est vrai. Si on a un pied de céleri perpétuel dans son jardin, bon, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus acre, mais au lieu de mettre 2 branches, on n'en met qu'une. On va couper une branche du céleri perpétuel et on se fait une casserole de moules. On ne doit pas aller au magasin chercher de céleri. Oui. Hein, on se contente des moules et des oignons. Si on n'en a pas dans son jardin, on les achète. Mais ça, c'est un exemple. Même chose pour de la ciboulette, même chose pour de l'aneth, même chose pour que sais-je moi, un peu de persil, un peu de cerfeuil, un peu d'estragon, un peu de romarin. Ce sont Oui. des choses qui ne demandent pas beaucoup d'entretien, Oui. qu'on peut avoir chez soi, dans une jardinière ou bien en pleine terre. Mais bon, du thym, voilà, du thym, du laurier, de la sauge. Ce sont toutes des petites choses parfois qu'on utilise en cuisine de manière régulière. Oui. Oui. Et quand on doit les acheter, bon, ben ça coûte ce que ça coûte, mais il faut faire le déplacement, il faut y aller, il faut acheter. On a ça chez soi, on n'a qu'à se baisser et utiliser. Voilà. Et c'est tellement plaisant. Alors, au niveau de notre podcast, il faut savoir qu'on est quand même relativement modeste. J'utilise des moyens modestes. On n'est pas Radio France, donc on n'a pas leurs moyens. Donc on peut pivoter et tourner, et comment dire, modifier notre ligne éditoriale quand on veut. On doit rendre des comptes à personne. Oui, oui. Donc, si à partir de demain, et on va devoir donner une tournure un peu plus survivaliste à notre podcast, on le fera. Hein. D'ailleurs, un des premiers lives qu'on avait fait, j'avais demandé à Guy quelle serait la liste de provisions que tu ferais pour tenir 3 semaines de confinement. Il nous Ouais. a donné une liste. Moi, je me dis, tiens, on pourrait partir de ça et on pourrait faire un podcast que de ça, en fait. Hein. Oui, oui. Comment Si on voulait, oui. Comment partir de cette liste-là? On fait les courses une fois et pendant 3 semaines, on vit avec ça, on cuisine avec ça sans retourner au magasin. Oui, ça, c'est une bonne Et idée. là, on peut tenir jusque le restant de Mais l'année avec je ça. l'ai fait parce que je suis resté moi personnellement 3 semaines sans sortir de chez moi. Ouais. Je dirais même pas pour aller à ma voiture qui était garée devant et chercher quelque chose. Pourquoi? Parce que je m'étais organisé au niveau des produits pour d'abord les consommer dans un certain ordre. Bien sûr, j'avais facile à les accommoder puisque je savais ce que je voulais faire. Mais il y a moyen comme ça de ne pas devoir sortir et c'est là que je comprenais un peu moins les gens qui sortaient du confinement quasiment tous les jours pour aller chercher un morceau de pain, une baguette ou 3 pommes. C'était vraiment utiliser le prétexte des courses pour sortir et ne pas respecter le confinement parce qu'il y avait moyen de rester chez soi sans aucun problème. Oui, oui, absolument. Mais on peut imaginer que pour beaucoup de gens, être confinés dans des appartements pas très grands avec des enfants, comme tu le Je disais peux tout à l'heure. comprendre. Bon, je suis en appartement aussi, Ouais, mais je n'ai personne avec qui partager ouais, le ouais, confinement, donc c'est plus facile. On est ouais, d'accord. ouais. Bon. De même que les gens qui se sont précipités au McDo sur des queues de 3 kilomètres, on dit parce que pour passer 2 heures ou 3 heures dans sa voiture pour attendre pour aller manger, Oui, 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 oui. acheter des trucs au McDo, il faut vraiment en avoir marre de rester chez soi, quoi. Tu vois, ça. Mais ça ne serait pas arrivé, imaginons, si le carburant avait été 3 fois plus cher. Hein. Oui, bien Parce que sûr, laisser sa voiture tourner pendant 2 heures ou à peu près bien dans la sûr. file,
Je crois que ça ne serait pas arrivé avec un carburant beaucoup plus cher. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, ça, le coût du carburant, c'est un autre problème. C'est encore un autre problème. Oui, 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 absolument. Donc, ne lançons pas le sujet, sinon on y est encore. Non, mais c'est un problème qui se reposera dans le futur, certainement. Oui, très rapidement, très rapidement. Je pense que nous parlerons d'onologie une autre fois, mes amis. Ah, c'est possible que nous n'ayons pas eu assez de temps. J'oublie pour tout ce qu'il fallait discuter. Si vous voulez encore nous inviter. Mais bien sûr, on fera un autre épisode sur l'œnologie et peut-être on suivra un petit peu l'actualité de ce qui se fait sur les métiers de bouche. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'abord d'un point de vue sociétal, je suis très curieux de voir comment les choses vont se passer, quelles sont les tendances qui vont se faire. Et puis surtout, je pense que, pardonnez-moi de revenir sur la fête de la gastronomie, mais je pense que c'est cet événement que je veux remettre peut-être avec vous, avec d'autres gens, euh, fait partie d'un mouvement d'éducation sur la manière de trouver des produits pas trop chers et de bons produits. Ah, mais ça va être une nécessité d'utilité publique, puisque vu que les gens qui ne savent pas cuisiner, maintenant, sont obligés de se remettre à cuisiner. Donc, ça va être, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment que pour susciter l'intérêt des gens. Absolument, absolument. Et contrairement à ce qui s'est fait dans le passé pour la fête de la gastronomie, où c'était essentiellement les chefs qui faisaient, eh bien là, c'est en fait, de prolonger un petit peu ce qui se fait maintenant, puisqu'on voit que beaucoup, comme tu viens de le dire, beaucoup de gens cuisinent, mais de formaliser un petit peu ça. Enfin bon, voilà, je travaille sur le sujet pour le moment, donc on en reparlera. Et puis on avait, si vous me permettez, Claude, on avait aussi évoqué un autre, je dirais, un autre objectif ou une autre possibilité. Oui. C'est que lors de vos émissions, donc sur votre podcast, oui. on pouvait éventuellement discuter, par exemple, de produits qu'on trouve en Belgique et de recettes qu'on trouve en Belgique. Absolument. Parce que, bon, c'est un podcast, je pense, quand même, qui est de nature à donner des informations de type culinaire au sens très large du terme. Évidemment. Et ce que je pense, parce que ça, je crois que c'est avéré, c'est que la France est quand même encore toujours extrêmement centrée sur son pays. Sur elle-même. N'ayons pas peur. Hein? Et je n'en veux pour expérience que la première édition du Mondial du fromage, dont vous avez peut-être suivi le déroulement, c'est organisé par Joël Robuchon. Ouais. Je ne sais plus si c'était à Nantes ou en tout cas c'était dans un pays du côté de la Loire comme ça, ou Poitiers, enfin je ne sais plus. Toujours est-il que je me rappelle du commentaire c'est Jean-Pierre Pernaut, c'est ça, sur le journal de TF1. Oui. En fait, il a annoncé, je dirais que le concours avait eu lieu, donc on a montré les images. Et le résultat, c'était que le premier qui a le lauréat était une japonaise et le deuxième était un belge. Alors, donc, on a interrogé Joël Robuchon à l'époque, qui maintenant est décédé, en disant, mais comment se fait-il qu'un fromager français n'a pas remporté le concours? Et Joël Robuchon, je l'entends encore dire, ben écoutez, c'est un concours mondial. Il est donc normal qu'on interroge les candidats sur les fromages du monde. Oui. Or, aux premières éditions, les candidats français, sûrs de leur bonne connaissance, ne connaissaient que les fromages français. Oui. Et puis, quand on a commencé à poser des questions sur tel fromage de Hongrie ou je ne sais où, d'ailleurs je n'y étais pas, ben, ils n'ont rien pu dire. Et alors, le commentaire de Jean-Pierre Pernaut, ça a été « c'est un scandale ». Alors, je ne sais pas s'il voulait dire que c'était un scandale que les Français s'étaient mal positionnés ou si c'était un scandale qu'on avait fait gagner quelqu'un qui n'était pas français. Ça, je n'ai pas le fin fond de l'histoire. Mais il est dommage que pour deux pays qui ont des cultures extrêmement proches, parce que nous sommes des francophones, notre langue c'est le français, notre deuxième pays après le nôtre c'est la France, nous connaissons généralement très bien la France. Mais ceux qui sont dans le tourisme savent très bien en France que la meilleure semaine c'est quand les Belges arrivent. Oui aussi, et le Belge on va tous en vacances en France. Le Belge aime bien boire, le Belge aime bien manger, et par contre il n'y a pas cette réciprocité de connaissances, je dirais dans l'autre sens. Oui, ça tu as tout à fait raison, Guy. Parce que
Je suis certain, Claude, que si je vous dis, voilà, moi je peux citer 50 stations du métro parisien, je suis certain que beaucoup de Français ne savent pas en citer 2 sur le métro belge à Bruxelles, par exemple. Oui, tu as raison. Ben voilà. Bon, je suis honteux. Et on va parler des produits de la même manière. Alors écoute Guy, moi je veux bien qu'on parle des fromages dans le cadre de mon podcast, mais ça m'embête un petit peu. Je pense que ce serait plus avisé que l'on parle fromage dans les papotes, popotes. Ah, aussi, bien sûr. Oui, bien par sûr. les cuisines. Ça me paraît plus judicieux, Tout à fait. Guy. Hein? Mais je ne sais pas quel est votre besoin à vous. Est-ce que vous voulez faire passer un message dans votre podcast à vous concernant ce qui se passe à l'extérieur, ou est-ce que vous allez renseigner vos auditeurs en disant « Allez écouter Parler Cuisine, je m'y trouverai et on va discuter de tel ou de tel sujet ». Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Oui, ça, tout à fait, absolument, parce que je vais faire un épisode sur la fête de la gastronomie, justement. J'ai déjà, dans quelques podcasts, parlé de Parler Cuisine. Je vous ai cité déjà. Oui. Moi, je veux. Merci d'ailleurs, oui, voilà. Ça ne me gêne pas que l'on parle fromage ou œnologie dans le cadre de mon podcast, mais ça me gêne, si tu veux, ça me gêne un petit peu parce que je marche un petit peu sur vos plates-bandes. Non, pas du tout. Parce que nous autres, de notre côté, nous pouvons très bien donner les références de votre podcast à nos auditeurs pour qu'ils y aillent. Et on pourrait même envisager de faire des épisodes qui soient conjoints, c'est-à-dire qui soient diffusés aussi bien dans l'un que dans l'autre, conjointement. C'est pas un problème, ça. D'accord, ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. C'est l'esprit podcast. Hein. Normalement, les podcasteurs indépendants ont ça qui s'entraident facilement. Voilà. Alors écoutez, on va continuer un petit peu cette discussion après la fin de l'enregistrement. Je vais conclure là. Mes chers amis, Marc et Guy, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. Et comme tu viens de le dire, Guy, il y en aura d'autres. Donc mes amis de la fête de la gastronomie et tous les autres, on espère que tout le monde fera partie de la fête de la gastronomie. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Merci, voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Où sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir? Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, paroles et musique, hypocalorique, est faite pour nous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le gevrey, chambertin. Parce que c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillons, continuons, serpentin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. La, 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 la. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommes-laises et femmes-lettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des os se dire « Oh, comme on est souple !» se dire « Ah, comme on est beau !» Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun corps gras, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de pesant, parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut m'arrêter les pastèques, le rhum sec, le vin cuit, les grands couilles et les cuites. Les cornichons de Dijon, billon dans ton carnet.